à thème, 10 épisodes, des mois de travail avec les plus grands spécialistes, une équipe renommée et primée à de nombreuses reprises. History Screed, c'est la série la plus géniale que vous avez vue de votre vie. Un nouveau regard, une valeur ajoutée, vous ressortirez transformé de cette expérience incroyable qui dépasse l'entendement. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler propagande. Car oui, les jeux sont, comme tout produit culturel, porteurs d'un message, d'une vision du monde. Alors laquelle ? Il y a en effet cette espèce de vision complètement dominante en fait, dans les jeux vidéo où en fait on joue des dirigeants. Ça reproduit en fin de compte un modèle de domination et je pense que ça peut induire l'idée qu'en fin de compte la seule place qui vaille, c'est celle d'en haut. Et c'est logique, puisque la plupart des créateurs ont grandi dans les années du triomphe du néolibéralisme. Il y a du soft power là-dedans. C'est quoi le soft power? C'est une manière de s'exporter à travers ses arts ou son divertissement. On va faire la publicité en gros de la manière de vivre des uns et des autres. Et il est évident que malgré la mondialisation, ce soft power national existe encore. Alors évidemment, si on s'intéresse spécifiquement aux jeux de guerre qui mettent souvent en scène l'histoire, on retrouve cette étrange sensation de discours dominant. Medal of Honor, Battlefield, Call of Duty, j'ai l'impression que la grosse majorité des jeux de guerre mettent surtout en avant l'armée américaine. Est-ce qu'on nous prendrait pas un peu pour des pigeons ? Tiens, la saga Call of Duty par exemple, elle est particulièrement efficace pour mettre en avant la puissance de l'armée américaine. C'est parti! Ces enfoirés vont rien voir venir! Les soldats ils sont toujours héroïques, des gars qui sont confrontés à toutes les situations mais qui s'en sortent toujours. Parce qu'il faut sauver la démocratie américaine, quitte à raser la tour Eiffel pour ça. Et que dire du choix des ennemis qui sont toujours les mêmes ? La palme revenant sûrement à Call of Duty Modern Warfare, qui nous permet d'affronter simultanément des communistes et un dictateur d'un pays du Moyen-Orient. C'est ici la vision d'une nation conquérante qui est défendue, à tel point que chaque épisode de Call of Duty pourrait facilement faire de chaque joueur un soldat. Un hasard ? Je pense qu'il serait absurde aujourd'hui que les états-majors américains ne foutent pas leur nez dans des jeux comme Call of Duty. Je veux pas faire la grande théorie du complot, mais ça me paraîtrait étrange. L'engagement de l'armée américaine dans le jeu vidéo est en fait une réalité. En 2014, Atlantic Council, un groupe d'experts liés à l'armée qui est spécialisé dans les conflits internationaux, a même recruté le créateur de Call of Duty dans son équipe. Et quand on voit sa vision du monde, difficile de croire qu'il n'utilise pas ses propres jeux pour faire passer un message aux millions de gamers qui suivent ses histoires. The enemy now is everywhere, and it could be anyone. You don't know where to get them. I mean, we know they're in Syria, we know they're in Iraq, but we also know they may well be in our own country. En allant même plus loin, certains jeux sont carrément financés par l'US Army. Un exemple typique, c'est America's Army, qui était un jeu qui a été développé, entre autres, par l'armée américaine, qui était clairement un objet de propagande, où l'armée américaine était montrée de façon déjà extrêmement valorisée. À la fin de la partie, on pouvait quasiment cliquer et se retrouver sur un site d'inscription à l'armée américaine. Ok, si je comprends bien, du soft power au power tout court, il n'y a qu'un pas que certains jeux permettent de franchir d'un clic. Mais il ne faudrait pas croire que seuls les Américains ont compris le potentiel de recrutement des jeux vidéo. On trouve désormais des développeurs dans le monde entier, chez les sympathisants du Hamas par exemple. Le jeu Libération de la Palestine n'y va pas avec le dos de la cuillère. Se familiariser avec des armes, préparer des attaques, faire des échanges de prisonniers, tout y est dans ce jeu de 2014 qui explique à son jeune public que la diplomatie ne sert à rien avec les Israéliens et que seule la violence permet de se faire entendre. Wouhou, j'ai vraiment pas envie que mes gamins tombent sur ce jeu, moi. Mais en dehors de ces exemples issus de pays ou de groupes politiques qui pratiquent vraiment la guerre, il n'y a rien ? Car si les jeux reflètent les sociétés dont ils sont issus, on doit bien y trouver des modèles alternatifs, non ? Est-ce qu'on peut avoir du jeu bio, altermondialiste, anti-militariste ?
est-ce qu'on peut trouver une vraie contre-propagande sur le marché du jeu? Le jeu vidéo est tout jeune. Il y a un temps aussi d'adaptation pour que le jeu vidéo mûrisse, que les créateurs mûrissent, que le public mûrisse, pour qu'on arrive jusqu'à des trucs comme Spec Ops The Line, qui est un équivalent des films sur la guerre du Vietnam, avec des soldats qui doutent. Spec Ops The Line, créé par un studio allemand, c'est un peu l'anti-Call of Duty. On est dans la peau d'un soldat qui se rend compte progressivement que ses actes sont totalement immoraux. Une scène illustre parfaitement cet exemple, celle où le joueur doit frénétiquement bombarder des ennemis au sol avant de se rendre compte qu'il n'a massacré que des civils. Oh non. Mais certains jeux sont encore plus militants, inspirés de situations réalistes. Il place le joueur devant des cas de conscience qui l'obligent à choisir son camp. Papers, Please, c'était un jeu dans lequel on incarnait un douanier à la frontière d'une république pseudo-soviétique imaginaire. Et on pouvait choisir ou d'obéir aux ordres, ou de laisser passer par exemple des familles entières alors qu'une personne n'avait pas de visa. Ça plaçait le joueur à son tour dans une situation compliquée parce qu'il risquait d'avoir des problèmes parce qu'il avait désobéi aux ordres. Ce qui est génial dans ce jeu, c'est qu'il brise absolument tous les codes. L'interface est grise, pas sexy pour un rond, et le joueur est constamment tiraillé dans ses choix moraux. Non seulement le joueur remet en question le système dans lequel il évolue, mais il se remet également en question lui-même. Et ça, c'est un tour de force. Et cerise sur le gâteau, ce jeu a été développé par un Américain, tout seul, chez lui. Ce sont non seulement des jeux indépendants, mais même souvent des jeux militants, c'est-à-dire des jeux qui sont développés avec un propos politique en tête. Et aujourd'hui, je crois qu'on est rentré dans sans doute une nouvelle ère où à la fois cet ancien monde, ce jeu vidéo qui parle un peu à la première personne naïve, très inspiré par le cinéma des années 80, tend pas à disparaître, mais tend à cohabiter avec une autre forme de jeu vidéo, beaucoup plus réfléchi, cherchant la finesse, le millième degré, cherchant la politique, s'intéressant finalement au monde tel qu'il est. À travers les différents épisodes de cette série, nous avons vu que le jeu vidéo est un outil formidable qui permet d'interagir avec le joueur, de le transporter dans d'autres univers, de lui faire passer des messages. Autant de qualités qui me questionnent sur ses vertus pédagogiques. Si on peut s'en servir pour de la propagande, alors pourquoi pas pour apprendre l'histoire aux écoliers et aux étudiants du monde entier? Est-ce que le jeu vidéo serait la solution miracle? On tentera d'y répondre, mais dans un autre épisode.